Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission générique. Avec Tristan Mendès-France et Rudy Reichstadt, nous nous immergeons dans la complosphère pour vous aider à y voir plus clair. Bonjour Rudy. Bonjour David. Bonjour Tristan. Salut à tous. Cette semaine, pour nous accompagner dans notre réflexion, nous avons la joie de recevoir Stéphanie Courouble-Cher. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes historienne, chercheuse associée à l'Institute for the Study of Global Antisemitism Policy, l'IGASP, qui est à New York. Vous avez publié en 2021 Les idées fausses ne meurent jamais, le négationnisme, histoire d'un réseau international, qui était aux éditions Le Bordelot. Et vous venez de publier un autre livre aux éditions Erol Pratique qui s'appelle Le négationnisme, histoire, concept et enjeux internationaux. On va y venir en détail dans la deuxième partie de l'émission, mais bien sûr, n'hésitez pas, si quoi que ce soit vous interpelle dans notre discussion autour des sujets de la semaine, à intervenir et à nous apporter votre regard. Le premier sujet dont nous voulions parler cette semaine, c'est encore un livre qui est en tête des ventes et qui s'en prend à la façon dont a été gérée la crise Covid, que ce soit sur les vaccins, que ce soit sur les chiffres, que ce soit sur le nombre de morts. Il est signé de la généticienne Alexandra Orion-Caude, il est publié chez Albin Michel. Elle souligne notamment dans ce livre que la technologie ARN messager engendre des pathologies graves chez les vaccinés et avance un chiffre de 70 000 morts suite au vaccin. Alors Tristan, le Parisien, a fait un article cette semaine autour de ces livres qui fonctionnent très bien, qui est aussi le cas de celui dont on a déjà parlé de Pierre Chaillot, on a parlé dans la mission précédente. Est-ce que ce sont vraiment les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre derrière ces succès de librairie ? J'ai l'impression, ne serait-ce que le plan com et les passages médias sont quasiment les mêmes plateaux, les mêmes sites qui relayent, les mêmes influenceurs qui relayent en gros son bouquin. Donc je crois qu'il y a un vrai comment dire, un passage obligé qui permet... Oui, vas-y. Et puis le même storytelling on reverse les fonds à une ONG, dans un cas de l'association Où est mon cycle, et dans l'autre pour la réintégration des personnels hospitaliers. Et je crois qu'effectivement dans son cas, comme pour les autres cas, ça va jusqu'à Péronne, on a encore une fois le symptôme, je pense, c'est mon avis, d'un achat militant. Un achat militant qui est poussé aussi par l'idée que ces bouquins sont là se présentent un peu en tout cas, et d'ailleurs les auteurs se présentent comme des exclus des médias mainstream, ils se présentent un peu dans une posture du David contre Goliath, et je crois qu'il se part en fait de cette posture un peu on se bat contre le système, contre la pensée unique, contre la bien-pensance, et c'est tout ce packaging qui enrobe et qui porte l'audience, je crois, de ce bouquin et du bouquin d'Orion-Caude. Mais bon, le fait est que elle caracole. À la fin des fins, ça se traduit concrètement par un bouquin qui est dans le top des ventes, vraiment dans le top des ventes. Et ça, c'est quand même assez spectaculaire. Je crois qu'on n'aurait pas eu ça il y a 15, 20 ans s'il n'y avait pas eu tout cet écosystème particulier qui a bouleversé l'infosphère que sont les réseaux sociaux. Sans ce phénomène-là, je crois qu'on n'a pas l'irruption spectaculaire de succès de librairie comme le bouquin d'Orion-Caude. Mais tu veux dire que c'est pas l'éditeur finalement qui a une responsabilité dans le fait de publier ces livres-là, c'est vraiment... C'est qui est responsable finalement de ces succès ? Alors, l'éditeur a une responsabilité absolument dingue, une sorte de notabilisation de cette autrice. Alors évidemment, eux vont se défendre en disant simplement liberté d'expression, c'est une voix qu'on doit entendre. Oui, effectivement, elle s'exprime et Dieu sait qu'elle est entendue en ligne. Elle n'a pas de problème d'audience. Mais je trouve qu'il y a en tout cas un choix éditorial chez Albin Michel qui est vraiment problématique. C'est à eux d'assumer. Clairement, mais ils l'assument d'ailleurs. Ils disent justement ce que tu disais sur la liberté d'expression et sur le fait que tout le monde devait être entendu. C'est leur argumentaire. Mais en gros, ils vont accorder à ce bouquin le même plan com que n'importe quel autre bouquin, comme si ce bouquin valait tous les autres. Donc il va bénéficier à la fois de la visibilité, de l'aura, du placement, qu'aurait n'importe quel autre bouquin sérieux, alors que elle, dans le champ, disons, du consensus scientifique, ne pèse peanuts, elle pèse rien, alors qu'elle va avoir
le même machine de l'éditeur, de visibilité poussée par cet éditeur-là. Moi, je trouve que c'est très bien qu'on pose enfin la question de la part de responsabilité de l'éditeur. Parce que finalement, le succès d'un produit comme celui-là, c'est effectivement toute une chaîne de responsabilité. Ça va des médias qui l'invitent, de Valeurs Actuelles qui fait un papier positif sur son livre, aux émissions, aux chaînes YouTube, etc. Et l'éditeur, effectivement. Alors l'éditeur, il accompagne cette édition d'une précaution, puisque il y a bien une note de l'éditeur qui dit que le livre d'Alexandre Henrion-Caude ne doit pas être considéré comme une incitation au refus de la vaccination. Quelle tartufferie. Dans le livre, elle fait tout pour dissuader que les gens se vaccinent. Elle avance effectivement, par ailleurs, 70 000 morts qui seraient liés à la vaccination, ce que rien ne permet d'affirmer. Il a fallu qu'Alain Fischer, qui était président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, se fende de propos à la fois dans le Figaro et dans le Parisien aussi, je crois, ou je ne sais plus dans quel papier récemment, où il rappelle qu'on peut affirmer aujourd'hui qu'il n'y a aucun signal en termes de mortalité s'agissant des vaccins ARN messagers, et alors que près d'1 milliard de doses ont été administrées à ce jour en Europe. La moitié des doses, c'est du Pfizer, donc de l'ARN messager. L'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM, dit que les éléments transmis n'indiquent pas un rôle potentiel du vaccin dans les décès rapportés ces derniers mois. Il y a de la pharmacovigilance, on fait remonter toutes sortes d'effets potentiels secondaires, y compris des décès. Heureusement qu'on le fait, parce que c'est comme ça qu'on saurait s'il y a un problème sanitaire ou pas. Ça n'est pas le cas. Rien ne permet d'affirmer qu'il y a un lien entre ces morts, qui ne sont pas en surnombre, par ailleurs, et le vaccin. Donc, et l'éditeur nous dit qu'il n'y a pas de problème, que c'est surtout pas une incitation au refus de la vaccination. Bon, donc, et encore une fois, pour appuyer encore sur l'éditeur, elle avait une empreinte. Elle a une empreinte en ligne. Elle a un parcours. Mais justement, ouais, si tu peux, Rudy, peut-être rappeler un peu le parcours d'Alexandre Henrion-Caude. Juste une chose. Elle était, sauf si je me trompe, elle était dans Hold Up. Bien sûr, elle était dans Hold Up, oui. Film complotiste. Elle n'est pas responsable, elle est interviewée dans Hold Up. Bien sûr. Elle est responsable des propos qu'elle y tient, elle. Mais déjà, son propos marqués au coin d'une très grande défiance à l'égard de... Bon. Mais elle apparaît en fait au printemps 2020, donc en pleine crise sanitaire, en commençant effectivement, alors à l'époque il ne s'agit pas encore de dénoncer les vaccins ARN messagers puisqu'ils ne sont pas encore conçus, mais en expliquant que la politique sanitaire suivie est complètement est dangereuse, etc. Poussée par une chaîne d'extrême droite. Je crois que l'une des premières séquences sur TV Liberté, TV Liberté, qui a eu un succès et un buzz. Je me demande d'ailleurs si c'est pas cette émission-là qui l'a propulsé. En tout cas, moi, je me rappelle que c'est là que je l'ai vu la première fois. Des centaines de milliers de vues déjà dès le début. Et alors auréolée, par exemple, parce qu'elle est généticienne, Alexandre Henrion-Caude, donc elle part pas de nulle part. Elle a eu comme mentor Axel Kahn, quand même. Elle a travaillé avec lui à l'INSERM jusqu'en 2018. Elle a cessé de travailler à l'INSERM en 2018. Axel Kahn qui s'est désolidarisé d'elle à la fin de sa vie, Axel Kahn, en disant que c'était une généticienne brillante mais qui avait complètement basculé. Voilà. À quoi elle avait répondu par un procès. Et finalement, elle avait retiré sa plainte parce qu'elle avait appris ensuite qu'il était atteint d'un cancer et qu'il était... Mais quand même, c'est intéressant l'INSERM parce que quand on regarde les remerciements du livre d'Alexandre Henrion-Caude, eh bien, elle dit que l'INSERM a toujours soutenu ses travaux de recherche. Et alors là, on se frotte les yeux, parce que déjà à l'époque, quand on a commencé à la voir apparaître, on avait interrogé l'INSERM, qui s'était dissocié complètement d'elle, en disant de toute façon, elle ne travaille plus ici. Donc là, on leur a demandé de nouveau à l'INSERM leur réaction. Et c'est le PDG de l'INSERM, le professeur Didier Samuel, qui nous dit « La parole publique actuelle de Madame Henrion-Caude sur le sujet des ARN messagers ne reflète aucunement l'expertise de l'INSERM, ne recueille pas l'assentiment du collectif scientifique de l'Institut et va à l'encontre des messages de santé publique validés par la science. » Point. Je crois qu'on ne peut pas faire plus clair. Je ne sais pas si c'est un message de soutien, mais je n'ai pas l'impression. J'en doute. Voilà. Dernier point. Elle était interrogée par 20 minutes et elle récuse l'idée qu'elle serait proche de la sphère catholique intégriste. Bon. Moi, je ne sais pas exactement quelles sont ses positions. Je constate qu'elle a été interviewée il y a 1 an ou 2
par Civitas, qui est une organisation qui dénonce le complot judo-maçonnique, quand même, intégriste, catholique intégriste, et je constate que Alain Escada, le président de Civitas, se vante d'avoir eu une dédicace personnalisée, il la met en ligne sur les réseaux sociaux, d'Alexandra Henry-Oncode. Donc quand on veut se dissocier de cette mouvance-là, c'est pas ce qu'on fait non plus. Ouais. Alors, deuxième sujet cette semaine, nous aurions aimé ne pas y revenir, mais TPMP et Cyril Hanouna ont encore fait parler d'eux après la première sortie de Gérard Fauré sur l'adrénochrome dont nous vous parlions dans notre dernière émission. Il y a eu un deuxième temps où il a réinvité Myriam Palomba sur le plateau, qui était face à Laurent Alexandre pour parler justement de l'adrénochrome. Donc Myriam Palomba qui a déclaré dans cette deuxième émission que le trafic d'adrénochrome, elle ne savait pas si c'était quelque chose ou non de réel. Et elle a aussi profiter de ce moment pour parler de son magazine Choc, Tristan, et notamment des différents articles qu'elle y faisait, notamment sur l'un d'entre eux, autour de ce mythe de l'adrénochrome. Elle écrit notamment que les juifs et les musulmans sont des civilisations où le sacrifice du sang occupe une place très importante, une grande importance exactement. En fait, elle les cite parmi les civilisations qui accorderaient beaucoup de place au sacrifice. Alors si on revient vraiment aujourd'hui, alors cette séquence, elle est quand même consommée, elle est très consommée, très couverte et franchement assez malaisante. Mais bon, bref, il se trouve qu'effectivement, lors de la première intervention de Palomba, elle expliquait autour de l'adrénochrome qu'elle avait écrit un article, effectivement, dans son magazine Choc. Bon, voilà. Et quelques jours après, ou quelques semaines après, je ne sais plus très bien, bref, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien voir ce magazine, ce magazine et cet article qu'elle a pu écrire. Et j'ai réussi à l'obtenir il y a deux jours. J'en ai fait un thread sur Twitter, pour que tout le monde voit bien un peu la qualité de ce genre de magazine. Alors évidemment, c'est un tabloïd, donc les tabloïds sont des tabloïds. On sait en gros à quoi on peut s'attendre. Mais, juste pour décrire en gros les choses qui m'ont sauté aux yeux. Évidemment, d'abord, il y a la couverture. Donc, la couverture, tabloïd, style, mais bon, bref, la tabloïd. Je rappelle juste que Myriam Palomba est la rédactrice en chef de ce magazine. Donc, le titre sur la couverture, c'est Sacrifice d'enfants, cure de jouvence des stars. Ouais. Pas de point d'interrogation, rien. Et dessous, on a 3 personnages, Tom Cruise, Céline Dion et Johnny Depp. Bon, voilà, donc c'est juste pour donner un peu le ton un peu de ce qu'on risque de voir dedans. C'est-à-dire que quand tu lis tabloïd, t'es encore gentil, quoi. Ouais, oui, franchement. Bref, et donc je suis allé à la page qui concernait effectivement cet article qu'elle avait écrit sur l'adrénochrome. Et cet article commence, cette enquête, il y a écrit enquête, cette enquête commence par une citation. Citation qui explique que effectivement tout le danger de l'adrénochrome qui serait effectivement extraite d'enfants torturés, etc. Fin de du guillemet. Et je me dis, mais d'où vient cette citation? Et il est précisé quelques lignes après que cette citation provient d'un statut Facebook. Sans aucune autre précision que ça. Pas quel statut Facebook, d'où, qui c'est qui parle, rien. Donc c'est vu sur Facebook, comme c'est pire que quand on dit vu à la télé, là c'est vraiment juste vu sur Facebook. Et en fait, tout l'article est nourri de commentaires populaires, c'est le terme qu'ils emploient, en citant entre guillemets encore d'autres phrases de personnes qui poussent ce délirium autour de l'adrénochrome. Donc en gros, une bonne partie de l'article, c'est j'ai vu des coms sur Facebook, j'ai vu des statuts Facebook. Ça, c'est le cœur nucléaire de son enquête. Et puis, alors, je continue juste, il y a effectivement un passage qui est assez déroutant et plus que dérangeant. Il y a un passage qui se veut un peu historique, mise en profondeur un peu, on va essayer de mettre de la chair un peu. C'était vu sur Facebook aussi ou... Ah non, là c'est elle qui parle, si c'est elle qui l'a écrit, en tout cas c'est ce qu'elle dit. Et là-dedans, effectivement, il est expliqué, on essaie d'expliquer que le sacrifice, notamment d'enfants, est quelque chose qu'on retrouve dans des civilisations anciennes, en citant notamment les Incas ou les Aztèques, les Mayas et les Aztèques. Les Mayas et les Aztèques, ce qui est relativement sourcé et relativement bien établi. S'ensuit d'autres exemples, les Juifs et les musulmans. Mélanger les Aztèques et les musulmans et les Juifs, c'est quelque chose qui, quand même, est assez surprenant dans la mesure où, effectivement, ni les Juifs ni les musulmans ne pratiquent pas
religieusement le sacrifice d'enfants. Alors, il faut dire un truc là-dessus, c'est que quand même, les religions monothéistes sont des religions de la sortie du sacrifice, précisément. Ouais. C'est-à-dire que le mythe de la ligature d'Isaac, c'est ça quand même. C'est-à-dire qu'on met fin au sacrifice humain et on trouve justement un dérivatif dans le sacrifice des bœufs, etc. Enfin, des animaux, quoi. Et après, depuis qu'il n'y a plus de temps, de toute façon, il n'y a plus de sacrifice. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aberrant. Et alors, de parler du sang, quand on sait, par ailleurs, dans la religion juive, à quel point le sang est frappé d'impureté, où justement la viande n'est cachère que si elle est, que si on enlève le sang de la viande, etc. Donc il faut expliquer ça quand même aux gens, parce que tout le monde n'a pas forcément conscience. Mais je veux dire, du coup, tous les mythes anti-juifs, antisémites qui ont justifié pendant des siècles des massacres, des pogroms contre les populations juives, civiles, partent de délire sur le sang, justement, c'est-à-dire l'idée de l'enlèvement des enfants chrétiens pour prendre leur sang et confectionner avec de la matzah. Encore une fois, ça n'est pas, comment dire, licite, la consommation du sang dans la religion juive. Donc, et puis alors, les musulmans, on ne sait pas ce qu'ils viennent de faire là. C'est complètement aberrant. Quoi. Écoute, j'abonde malheureusement dans ton sens, parce que quelques lignes après, elle continue, dans cet article, en tout cas l'article de Choc, continue en expliquant que, oui, il y a eu des cas de sacrifice d'enfants, il y a plus de 1000 ans, en citant un cas de 1144 où moins de 1000 ans en l'occurrence. Moins de 1000 ans. En expliquant qu'en 1144, des bébés chrétiens avaient été effectivement sacrifiés. La phrase exacte, c'est les premiers exemples de sacrifices sur les petits enfants chrétiens remontent à l'année 1144. Ce qui n'est pas précisé dans cette phrase-là, c'est qu'évidemment cet épisode de 1144 est l'un des premiers exemples bien établis où on a accusé, je crois, un juif, en tout cas la population juive ou un juif en particulier, d'avoir sacrifié de crimes rituels. De crimes rituels sur un jeune chrétien. C'est l'affaire Guillaume de Norwich, et c'est ce que les anglophones appellent les blood libel, l'accusation de crimes rituels. Mais encore une fois, donc là, c'est gravissime. Quoi. Et là, c'est présenté donc sans conditionnel, c'est présenté comme un exemple de sacrifice d'enfant. Ça ne précise pas que ça concerne une accusation portée sur les juifs, et ça, c'est délié, évidemment, sans aucune distance. Faut dire, on n'accuse pas Palomba d'être antisémite, c'est pas ça le sujet. On l'accuse d'irresponsabilité. Oui. Voilà. Je trouve que c'est très grave. J'ai lu le passage, j'ai lu le texte. C'est très grave, c'est très confus. Et d'ailleurs, au point que d'ailleurs la LICRA a tweeté qu'elle avait saisi son service juridique, parce qu'effectivement, encore une fois, a réactivé tout cet imaginaire absolument fou qui avait déjà été rallumé par le plateau de Hanouna sur TPMP. Bref, donc on voit que Palomba, par rapport à cette affaire-là, alors qu'elle cherchait à s'en distancier un peu sur le plateau en disant oui, mais bon, j'ai des distances, là, relativement distance, bien repris. Elle dit que c'est pas dément. Dans son magazine. Ouais, elle a dit que c'était pas dément et qu'elle savait pas si c'était vrai ou pas. Donc j'espère que la LICRA, il y aura des suites à tout ça. Et je précise aussi que ce magazine est en attente d'un CPPAP. Oui, donc l'immatriculation commission paritaire des agences de presse. Donc je serais surpris de voir ce que dira effectivement cette commission paritaire et si elle accordera effectivement ce statut à ce torchon. Je crois qu'on peut le dire. Il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière émission, seulement une semaine, mais notamment après la séquence Gérard Fauré sur TPMP, il y a eu une séquence Jean-Claude Bourré quand même. Oui. Donc ancien présentateur de la 5, ufologue bien connu, qui aussi s'est illustré par des propos complotistes sur les réseaux sociaux ces dernières années. Et là, il nous dit carrément que les extraterrestres sont parmi nous, pas que les extraterrestres existent possiblement dans l'univers. Ça, tous prêts à y croire, mais non, qu'ils sont parmi nous. Et qui voyagent dans le temps. Et qui voyagent dans le temps. Voilà, et qui voyagent dans le temps. Et il va en apporter les preuves dans quelques semaines. Et voilà, il avait justement cette révélation à faire, mais il a attendu de le faire chez Hanouna, parce que c'est évidemment le cadre le plus sérieux pour faire une révélation de ce type à l'humanité. C'est marrant, on en rigole, c'est drôle, c'est décalé, c'est foutraque, c'est tout ce qu'on voudra. Sauf que ça a des conséquences aussi. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la science établie, en gros, tous les services de l'État aujourd'hui mentent, ont caché, ou poussent un narratif qui est un narratif qui est faux. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que si on commence à croire ce genre de choses, ça induit mécaniquement qu'un nombre faramineux de gens nous mentent.
Donc c'est une mécanique où si on commence à croire Jean-Claude Bourret, franchement, je vois pas très bien où se place la limite derrière. Je veux dire, voilà. Si on rentre là-dedans, ce qui semble être le cas de tous les gens sur le plateau, et notamment Hanouna, qui avait l'air très féru de ce genre de délirium. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'encore une fois, on commence sur des choses relativement drôles, mais si on rentre dedans, il n'y a pas de limite derrière. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut rentrer dans cette croyance-là. Quand on te parle de voyage dans le temps... Ouais. Parenthèse. Et dans cette émission aussi donc de Cyril Hanouna, il a attaqué Sophia Aram qui avait fait une chronique suite à la première sortie de Gérard Fauré sur le complot de trop. Et Cyril Hanouna prend la parole dans une émission du lendemain, je crois, ou le surlendemain, et il attaque Sophia Aram sur les condamnations de sa mère. Voilà. Ouais. Alors Rudy, je sais que tu voulais réagir à ce sujet-là. C'est une séquence navrante, mais plus navrante pour Cyril Hanouna que pour Sophia Aram. Qui en dit beaucoup sur ce qu'il est, finalement, sur sa violence. Il y a un côté balai masque un peu. C'est-à-dire que c'est une séquence où on le découvre pas du tout sympathique quand même. Oui, il prend son air de ne pas y toucher, il explique, d'habitude je le fais pas, mais là j'étais obligé. Voilà, occupe-toi de ta mère, Sophia. C'est des pratiques, franchement, c'est des pratiques de voyous. Si on veut le dire très sincèrement, c'est des pratiques de voyous, pas de quelqu'un de civilisé et de respectueux. Voilà. Donc, c'est navrant. Elle a refait une chronique, Sophia Aram, là aujourd'hui, lundi, pour revenir là-dessus en disant mais en fait je me suis demandé pourquoi j'avais honte de ça et en fait je vais cesser d'avoir honte voilà, de tout ça parce qu'elle n'est pas responsable de ça, on n'est pas responsable de ses parents, encore moins de ses parents que ses enfants, mais là pour le coup on n'est pas responsable de ses parents. Et ce marqueur de violence, je crois qu'il est quand même symptomatique d'abord de sa posture politique un peu populiste, mais je crois que cette violence est aussi, comment dire, on tend naturellement vers la violence quand on tient des discours extrêmes. C'est tout bête. On commence à avoir des discours un peu délirants, que ce soit l'adrénochrome et tout le reste. Mais ça ouvre des portes. Et à la fin des fins, si on a des gens qui viennent vous contredire, bien je pense qu'on glisse dans des propos qui sont extrêmement violents. Donc ça ne me surprend pas trop cette pente. Cette pente-là, je crois qu'elle est malheureusement mécanique quand on a ce type de profil et ce type de propos, quoi. On parlait de Myriam Palomba, là, il y a un instant. Elle est chroniqueuse chez Hanouna, elle est aussi chroniqueuse sur TV Liberté, dans une émission qui s'appelle Bistro Liberté, une émission d'Éric Morillo. Et en fait, il y a dans l'émission... Alors Morillo, régulièrement, nous envoie des choses pas très sympathiques, et relaye des injures contre toi, contre moi un peu aussi. Oui, il a faim de polémique. Il est vraiment très faim de polémique. On se demande pourquoi tant d'énergie. Ouais, il a réagi à un tweet que tu as fait sur Greg Tabibian, qui est l'une des figures de cette mouvance complotiste, confusionniste, et qui est chroniqueur dans l'émission, justement, Bistro Liberté, de Morillo. Et alors, tu as découvert que le mois dernier, sur Tipeee, donc cette plateforme de crowdfunding, Tabibian avait levé 117 000 euros. 117 000 donc suite à un appel, tu peux nous rappeler ça? Oui, on m'a expliqué effectivement après coup, tous ses fans m'ont expliqué qu'il y avait effectivement un appel avant, mais donc il a réussi à lever en gros 117 000 euros. En quelques jours apparemment, simplement en faisant un appel parce c'est un youtubeur à l'origine, qui se présente de gauche, il le dit, il a même dit je suis dans un parti de gauche, je ne sais pas trop lequel, et on le voit dans les manifestations, la dernière manifestation là il y a quelques jours avec Philippot, à côté de Philippot, invité comme l'un des personnalités de cette mouvance, donc il fricote essentiellement. Grande personnalité de gauche d'ailleurs Philippot, c'est bien connu. Ce qui est assez juste fascinant, mais on va vite la parenthèse avec cet individu, mais ce qui est assez fascinant, c'est que si effectivement il a réussi à transformer financièrement cet appel et à d'avoir 100 000 euros en quelques jours, en gros il va avoir 100 000 euros, ce mois-ci il verra peut-être la même somme le mois prochain, bref, c'est que en fait il capitalise, il brasse extrêmement large. Il va foyer dans un pool qui s'identifie comme des gens de gauche, et puis il va jusqu'à la droite et l'extrême droite. Ce qui lui permet vraiment, encore une fois, de brasser extrêmement large. Et je pense que ce confusionnisme est
absolument bankable en ligne, et notamment lorsqu'on fait des appels aux dons ou des appels à financement. Et est-ce que tu expliques ce succès-là de 117 000 euros en un mois? C'est un peu le même genre de succès que le succès des livres de Pierre Chaillot ou d'Alexandra Orion-Côte? Il n'y a pas de doute. C'est que c'est de la militance. C'est une militance, et notamment une militance plutôt extrême, dans la frange extrême. Et quand on est militant et qu'on est un peu extrême, eh ben, on a son portefeuille qui s'ouvre beaucoup plus facilement. Ouais. Voilà. Non, moi Taïbian, je ne connaissais pas avant l'affaire Chouard. Lorsque Étienne Chouard, interviewé sur Le Média, avait tenu des propos sur l'existence de chambres à gaz, qui était, parce que ça fait le lien avec notre sujet d'après du coup, mais me disant, moi je ne sais pas, faut que les historiens en débattent, moi j'y connais rien, je suis pas spécialiste. Mais les chambres à gaz existent? Ah, j'y connais rien, je sais pas, peut-être. Ah, vous allez dire que les historiens ont déjà bossé, mais moi je... Et Greg Tabibian était parti en défense de Chouard à cette époque-là. Et en fait, il y avait à l'époque un thread qui avait été fait par PHDN, qui est le site anti-négationniste qui a été fondé, qui est animé par Gilles Carmassin, qui a participé à l'édition de ton livre. Et PHDN montrait que dans cette vidéo de soutien à Étienne Chouard, Tabibian disait, ah oui, mais quand même, dans Nuit et brouillard, donc Nuit et brouillard, le film d'Alain Resnais, d'accord, sur les camps, etc., on nous explique qu'à Auschwitz, il y a eu 9 millions de morts. Non, c'est pas ce qu'il y a dit dans le film. En revanche, c'est ce que Robert Faurisson dit que le film d'Alain Resnais dit. Un peu différent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le niveau d'information de Greg Tabibian sur cette question-là, c'est une vidéo ou un texte de Robert Faurisson? Voilà, la question est posée quand même, parce qu'à la fin de Nuit et brouillard, on parle bien à un moment d'un paysage, et on dit que ce paysage est hanté de 9 millions de morts, mais le film ne parle pas que d'Auschwitz, d'Auschwitz-Birkenau, il parle de l'univers concentrationnaire, il parle de ce qu'ont fait les nazis. Voilà. Troisième sujet de cette semaine, avant d'en arriver au livre de Stéphanie, c'est autour de ce qu'on pourrait appeler le climato-complotisme, ce que vous avez traité dans un complorama de manière très détaillée, Rudy et Tristan, sur la façon dont les conspirationnistes mettaient en place des stratégies numériques, notamment pour décrédibiliser à la fois les rapports, mais aussi les spécialistes et experts du GIEC. En quelques mots, comment vous pourriez définir ces stratégies? Comment tu peux définir ces stratégies, Tristan, qui sont mises en place pour finalement porter ce climato-complotisme? Alors pour les stratégies, je renverrai précisément, disons, au podcast de Complorama. Moi, disons, ce qui moi, me semble intéressant, enfin, voilà, un des points que je trouve assez intéressant, c'est effectivement quelque chose qu'on avait déjà relevé plus ou moins tous, c'est non pas la bascule, mais le cumul d'audience depuis la période du Covid. Donc, durant le Covid, on a eu une masse de Français ou d'individus, ou la planète, qui ont basculé dans des discours complotistes, qui ont ensuite ont rejoint ceux qui avaient déjà basculé dans le complotisme pro-russe avec la séquence ukrainienne. En gros, la réinfosphère. La réinfosphère, oui. Et puis cette audience, encore une fois, qui s'appuie sur différents cercles, qui se mutualisent et qui grandit, qui s'hybride, a commencé à basculer, en partie, pas basculer, mais a commencé à se sédimenter, à s'ajouter, à s'hybrider avec un nouveau complotisme qui est, lui, associé aux questions climatiques. Et ce qui est assez, disons, je crois, assez évident pour nous tous, c'est que la prochaine grande séquence entre le Covid et l'Ukraine, la prochaine grande séquence, c'est évidemment le climat, et que ce complotisme-là est, en gros, indexé à la crise climatique, c'est dire le potentiel qu'elle peut avoir sur le très long terme. Et donc voilà, c'est sans surprise qu'on voit pas mal de communautés ajouter une corde à leur arc, disons, de rhétorique ou de narratif complotiste. Et cette corde supplémentaire, c'est une remise en cause du consensus scientifique, comme on l'avait fait précisément sur le Covid. Eh bien, on remet la même mécanique, le même outillage sur la communauté scientifique, le consensus scientifique, le GIEC, sur la question du climat. Oui, pour ce podcast, on a eu la chance d'avoir avec nous David Chavalarias, qui est mathématicien au CNRS, qui a coordonné une étude justement sur la dissémination de ces propos climato-sceptiques sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier. Il a identifié notamment un compte qui est très très producteur, qui est Elpis
_R, Elpis R. Donc on en parle de toute façon dans le podcast, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un compte qui s'était intéressé à d'autres sujets avant de s'intéresser au climat. Et des thématiques comme biostatisticien à l'époque du Covid, c'est ça. Et qui est devenu tout d'un coup, en passant par des propos sur l'Ukraine et la Russie, etc. Donc c'est fascinant de voir comment un compte qu'on croit a priori quand on est des coups spécialisés sur la question du réchauffement climatique ou du changement climatique, est en fait un compte qui a tenu des propos, des storytelling très différents sur des sujets a priori très très différents. Voilà, un truc quand même important, c'est la sémantique, enfin en tout cas les mots qu'on utilise. Eux, les climato-sceptiques, ils disent pas qu'ils sont climato-sceptiques, ils disent qu'ils sont climato-réalistes. D'accord. Et en face, on a des gens qui les qualifient de climato-sceptiques, je crois que c'est le terme approprié, ils jettent le doute sur la réalité du réchauffement, sur la réalité, à supposer qu'ils acceptent qu'il y ait bien un réchauffement climatique, de l'origine anthropique de ce réchauffement, donc en gros sur les conclusions du GIEC. Oui. Et puis après on a les climato-complotistes, qui eux sont à la fois sceptiques, mais ils y ajoutent une petite couche de complotistes, c'est-à-dire en fait le GIEC est tenu par les Verts allemands, c'est ce qu'a dit par exemple Christian Gérondeau récemment sur CNews face à Laurent Geoffrin, qui lui dit mais donc vous croyez à un complot? Il répond oui c'est un complot. Donc moi les choses sont claires, il assume. C'est une séquence qui est dans Complorama. Et en face, pour dénoncer ces discours-là, on a parfois le terme de climato-négationnisme. Et alors je voulais avoir ton point de vue là-dessus, Stéphanie, parce que est-ce que ça vient pas étendre abusivement la notion de négationnisme? Bon, voilà. On est tout à fait d'accord. Même dans la presse, maintenant, on parle de négationnistes. Négationniste du climat, négationniste des vaccins. Vraiment, c'est le terme approprié dans la presse. Mais c'est très on pourrait se dire que pour une organisation comme Extinction Rébellion, qui pense que on n'a plus que quelques années devant nous pour inverser les choses, que ces choses-là vont faire des morts par millions, que donc ça peut prendre, les dimensions génocidaires ou écocidaires, avec l'idée que ça va se payer en nombre de morts quand même, ces histoires-là. Est-ce que, du coup, ça n'est pas justifié? Non, pour moi, non. Je n'aime pas l'appréciation du terme négationnisme pour justement d'autres dénis, parce que déjà d'une, c'est d'autres dénis, et que ça banalise le négationnisme. Les négationnistes, les vrais, ceux qui sont attachés à la réécriture de l'histoire de génocide. Exactement. Et puis en plus, dans le négationnisme, quelque part, on voit le déni. Un négationniste va avoir une réécriture de l'histoire fictive et donc va écrire une histoire fictive. Et là, on ne se retrouve pas donc justement avec les négationnistes. Et puis, si tout est négationniste, plus rien ne l'est. Donc, justement, dans le bouquin, vous donnez beaucoup d'éléments de compréhension de ce qu'est le négationnisme. Comment vous pourriez le définir? Quelle pourrait être la définition du négationnisme? C'est un déni donc du génocide des Juifs. Et puis, on a appris après ce terme pour justement le génocide des Tutsis, le génocide des Arméniens. Et c'est un terme qu'on le garde justement pour comme tu le disais, donc juste les génocides. Maintenant, le terme négationnisme a été inventé par Henri Rousseau dans le livre Les syndromes de Vichy. On ne peut pas revenir sur le thème de négationnisme parce que maintenant, il est bien ancré pour définir qui sont les négationnistes. Par contre, je trouve qu'il manque dans ce terme tout ce qui est l'écriture fictive de l'histoire. Les négationnistes ne sont pas seulement dans le déni, mais dans une écriture fictive, donc d'une histoire. Et cette écriture, ce complotisme, parce que les négationnistes sont des complotismes par ailleurs, donc ne permet pas de prendre la mesure de ce qu'est véritablement le négationnisme dans son écriture, une écriture fictive de l'histoire. Donc c'est ce qui me dérange dans le terme. Et maintenant, de nos jours, il y a un autre terme qui est pris en compte et qui est intéressant et qui est repris par l'UNESCO, l'ONU, etc. C'est le terme de négation et distorsion de la Shoah. Donc le terme de distorsion de Shoah, j'en parle dans ce livre, dans ce dernier livre, en émettant l'idée de parler de distorsionniste. Parce que les négationnistes, comme donc... ne font pas uniquement de la négation, mais aussi de la déformation, de la distorsion de l'histoire. Et donc, il y en a qui vont s'arrêter à la distorsion,
donc des auteurs qui juste ne nient pas les modalités du crime, mais seulement l'ampleur ou seulement la collaboration. On parlait, donc là on parle de distorsionnistes et non pas seulement de négationnistes. Oui, c'est fascinant de voir qu'effectivement, quand on pense négationnisme, on pense toujours des gens qui vont simplement enlever quelque chose. Ils vont enlever à la réalité de l'horreur qui a pu se passer. Mais en fait, c'est pas ils enlèvent, ils remplacent par quelque chose. Il y a une histoire, un narratif qui est derrière et qui a, comme vous le disiez à l'instant, évidemment une mécanique complotiste derrière. Tout à fait. Parce que des gens nous cachent. Donc il y a bien un complot pour nous cacher ce que eux sont en train de nous révéler. Oui. Et c'est assez... Enfin bref, donc je trouve que c'est important évidemment de dire que le négationnisme, c'est pas juste on nie quelque chose, mais c'est plus que nier. C'est nier et remplacé par un autre narratif. Et est-ce que les arguments tout au long de l'histoire des négationnistes ont évolué, se sont finalement augmentés d'autres récits ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a, au début, c'était peut-être seulement sur est-ce que les Juifs ont collaboré à la guerre, ont initié cette guerre. Donc ça, c'était un thème qui était très récurrent dans la propagande nazie et qu'on retrouve au début dans la propagande négationniste au début. Et puis après, ils se sont arrêtés sur certains camps et puis après sur d'autres camps. Dès le moment où la mémoire collective bougeait, les négationnistes ont eux aussi bougé. Par exemple, de nos jours, on est plus attaché à travailler sur les Einsatzgruppen, donc les groupes militaires qui étaient en Europe de l'Est. Et eux, au départ, ils s'intéressaient pas aux Einsatzgruppen. Et maintenant, ils ont commencé justement à travailler dessus et à écrire un livre genre de 500 pages. C'est ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on n'est pas uniquement dans la négation. Et donc, on est plutôt dans la réécriture et qu'on en arrive à faire des livres de 500 pages. Parce que si c'était seulement la négation, ça serait ça. Bon, on y est et puis c'est tout. Donc là, il y a vraiment tout un argumentaire qui développe sur des détails précis, comme les complotistes vont détailler précisément tel argument, telle source est archivée et travailler sur justement ces sources. Et là, on est dans la même argumentaire. Et c'est une mécanique classique que nous on voit de notre côté, qu'on appelle peut-être le millefeuille argumentatif. Tout à fait. Ouais. De créer en fait leur idée, est-ce que c'est de poser vraiment un narratif unique et simple ou de créer la confusion, c'est-à-dire qu'on sort de ces pavés peut-être de 500 pages en se disant je ne sais plus trop, est-ce que ce qu'on nous dit est vrai ou alors est-ce que c'est multiplier le narratif et créer la confusion ou plutôt vous convaincre d'une autre version en essayant de l'établir le plus précisément possible. Il y a des thèmes, c'est-à-dire que vraiment, ils passent sur Auschwitz, il y a d'autres camps, donc sur Treblinka, sur d'autres camps, et ils passent de camp à camp pour justement écrire un livre sur ce sujet, et donc c'est très précis dans leur narratif et dans leur commentaire. Et alors, est-ce que ça veut dire que le négationniste est forcément révisionniste, vu qu'il écrit une autre histoire ? Alors, ça c'est un autre thème, mais qui est tout aussi passionnant, et pour moi, et Rudy aussi en parle souvent en expliquant que non, les négationnistes ne sont pas révisionnistes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment préciser, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans la presse de nos jours, même tout le temps, on parle des révisionnistes. Si avec ce livre j'arrive à faire en sorte que les gens arrêtent de parler de révisionnistes pour négationnistes, ça serait très bien. Pourquoi ? Alors, racontez-nous pourquoi les différences. Parce que justement, déjà, tout historien est révisionniste. Tout historien va à un moment ou à un autre retrouver une archive et donc va revoir, réviser. Et donc, étymologiquement. Exactement. Donc, dès le moment où l'historien révise, où l'historien va revoir donc l'écriture de son histoire parce qu'une nouvelle archive est arrivée, donc l'historien est révisionniste. Donc là, déjà, c'est un point important. Après, c'est l'idée que eux veulent se nommer et se nomment révisionnistes. Donc, ils s'autoproclament révisionnistes parce que ça a tout de suite une notion d'un courant idéologique qui va se réfuter tout ce qui est l'orthodoxie. Donc, pour eux, c'est important de montrer à quel point ils sont contre cette orthodoxie. Et donc, ils s'appellent les révisionnistes, d'un côté, eux, et les exterminationnistes, ceux qui croient à l'extermination. Voilà, les négationnistes qualifient leurs détracteurs d'exterminationnistes. Oui, c'est tout à fait ça. Pour laisser croire à une fausse symétrie. Oui. Et donc, c'est pour ça que le terme révisionnisme ne doit pas être utilisé, parce que justement, on leur donne une légitimité qu'ils ne devraient pas avoir.
Alors c'est un livre que vous avez voulu très pédagogique, j'ai trouvé très pédagogique, qui est fait avec des fiches, avec une certaine approche vraiment pédagogique. À quel public vous destinez ce livre? Est-ce que c'est pour un public d'enseignants, parce que vous avez constaté que finalement il y avait un manque peut-être aussi sur ces notions-là de négationnisme et historique. Comment vous l'avez conçu et pourquoi vous l'avez conçu si pédagogique? Ben, c'est ce que j'ai voulu, justement. J'interviens à Yad Vashem auprès de professeurs francophones qui viennent justement faire un séminaire à Yad Vashem. Et donc, ça fait 10 ans que j'interviens auprès des professeurs. Et j'avais déjà donc une idée de ce qui leur manquait, de ce qu'ils avaient besoin et des questions qu'ils ont sur le négationnisme en classe. Donc, je m'étais dit, ça serait bien de faire quelque chose de pratique. Et puis, après ce livre, donc le premier, Erol m'a contacté en me disant, on aimerait donc un livre dans la collection pratique. Je me suis dit, ça tombe bien, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Et il cherchait aussi des fiches pédagogiques. Donc, j'ai demandé à PHDN, Gilles, donc, de travailler sur ces fiches et de me relire aussi. Donc, c'est un travail que j'ai fait, qu'il a relu. Et ça a été vraiment, pour moi, c'était important de faire ce côté pédagogique pour avoir un autre lecteur qui n'est pas nécessairement intéressé par un ouvrage très gros, très lourd, très développé, mais qui veut un outil pratique pour répondre au négationnisme. Donc, oui, les enseignants, mais pas nécessairement. Je trouve que c'était nécessaire lorsqu'on voit de nos jours Internet et les réseaux sociaux avec le négationnisme, que ça soit sur YouTube qui est encore présent, mais des réseaux alternatifs comme Odyssée, comme Betude, comme Telegram, où le négationnisme est très profond et très important et développé. Je m'étais dit, c'est un outil pour répondre au négationnisme et c'est ce que je voulais par rapport à l'autre ouvrage. Voilà. Vous parliez effectivement de cette opportunité que ces discours, disons, négationnistes sur lesquels ils ont pu surfer, notamment donc, ce bouleversement du numérique. Est-ce que pour vous, il y a effectivement un avant et un après, ou est-ce qu'il y a un changement significatif dans la superficie que peut avoir ces discours négationnistes depuis l'arrivée, disons, peut-être du web et des réseaux sociaux? Oui, la diffusion du négationnisme est beaucoup plus forte. Donc, il n'y a même pas besoin de... Non, oui, C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus interpellée sur la question, vous-même, en tant qu'historienne? Oui, interpellée, oui. C'est-à-dire qu'on voit bien que les réseaux sociaux tels que Twitter, YouTube, Facebook, les réseaux, entre guillemets, les plus populaires ont compris qu'il y avait un problème avec le négationnisme et ont essayé de le marginaliser, quoi. Ou d'apporter des solutions alternatives. C'est-à-dire de plus en plus, on voit par exemple sur Facebook ou sur YouTube, dès le moment où il y a une émission ou un podcast ou quelque chose avec justement le négationnisme, il y a écrit en dessous un lien qui dirige vers d'autres ressources. D'autres ressources. Donc ça, c'est une alternative qui est déjà pas mal. Maintenant, les réseaux sociaux comme YouTube, Twitter, etc., commencent à supprimer les posts négationnistes, et donc ça, c'est une bonne chose. Twitter, depuis Elon Musk, un peu moins. Ça, c'est sûr qu'on le revoit par des mots-clés comme Holowalks, qui revient un peu plus fort depuis Elon Musk. Maintenant, le problème, c'est moins ces réseaux-là, c'est plutôt les réseaux alternatifs qui me posent problème et qui sont ingérables, incontrôlables, de toute manière. Les réseaux alternatifs, c'est-à-dire Bitu, Odyssée, Telegram, où là, les groupes Telegram, les groupes négationnistes sont importants, les vues sont importantes, et il y a une violence qui est beaucoup plus forte, il n'y a même plus d'argumentaire, c'est juste vraiment des propos négationnistes très forts. Oui, alors juste une chose sur la période Musk, c'est que on a eu cet exemple assez récent d'un Nick Fuentes, qui est un militant d'extrême droite, nazillon, négationniste américain, dont le compte avait sauté durant la période Covid et qui a été réactivé durant la période Musk. Et Nick Fuentes qui s'est retrouvé quand même à Mar-a-Lago avec le rappeur Ye, invité par Musk. Kanye West, ouais. Et donc on a quand même un Trump qui invite donc un ancien président américain qui invite donc un négationniste déclaré, militant,
à Mar-a-Lago, ce qui est quand même le symptôme d'un truc. C'est pas un auteur négationniste, c'est quelqu'un qui a eu des propos, qui a relayé des propos négationnistes. Voilà. C'est pas un ne pèse pas dans le. C'est un militant. Un militant négationniste. Un militant d'extrême droite surtout. Moi, alors justement, ça fait très bien la transition avec la question que j'ai envie de te poser. Quelqu'un comme Forisson, par exemple, c'est toujours décrit comme apolitique. Et beaucoup d'entre eux disent non, nous on essaie de faire de l'histoire, on n'est pas lié à des partis, on roule pour personne, etc. Que vaut cet argument ? Rien, évidemment. Parce que Forisson, dès le début, dans les années 70, quand il a commencé à développer tout son argumentaire négationniste, il était invité aux États-Unis dans une manifestation, dans une conférence néo-nazie. Donc, les liens de Forisson avec des mouvements néo-nazis étaient clairs, mais à qui voulait les voir ? Donc, non. Il y a effectivement, les liens sont là. Maintenant, il y a toujours, évidemment, cette volonté de légitimer des négationnistes, cette volonté de scientificité. Leurs argumentaires doivent être toujours, ils se disent chercheurs de la vérité. Donc, il y a toujours cette idée-là. Et cette volonté d'être apolitique. On le voit dans CODO, qui est Comité Open Débat pour l'Holocauste aux États-Unis, qui est la grande structure négationniste de nos jours aux États-Unis, qui est tenue non plus par Bradley Smith, mais par German Rudolph, et qui est un Allemand négationniste proche du néo-nazi, et qui se retrouve donc qui a eu un prix là, récemment annoncé dans Rivarol, d'ailleurs, qui a eu un prix Forisson. Oui. Et puis donc, et qui est maintenant en clandestinité, comme il dit, parce que l'Allemagne aimerait bien le récupérer et l'extrader pour propos négationnistes en vue de la loi. Donc, CODO essaye par une publication qui s'appelle Holocaust série, Holocaust Handbook série, d'avoir ce côté complètement légitime. Les ouvrages, on parle justement de débats ouverts sur l'Holocauste. On essaye d'avoir ce côté entièrement légitime. La maison d'édition ne transparaît rien du tout proche du néonazisme, justement, pour apporter une complète légitimité dans leur maison d'édition, alors qu'en fait, c'est une maison qui est proche et d'auteurs néo-nazis. Mais c'est entièrement caché. Les idées fausses ne meurent jamais, c'était le titre de votre premier livre. Qu'est-ce qui fait la force de cette idée, justement, négationniste qui ne meurt jamais ? Qu'est-ce qui fait la force de ça et qu'est-ce qui, finalement, permet d'avoir des adeptes, quelque part, au fur et à mesure de l'histoire ? Qu'est-ce qui fait la force du négationnisme ? L'antisémitisme, notamment ? Oui, l'antisémitisme, l'antisionisme aussi, parce que c'est des antisionistes, donc ça peut être l'un, l'autre. Je pense qu'il fait la force du négationnisme, ça peut être différents éléments. Déjà, c'est justement ces agendas politiques qui sont différents et qui font une force importante du négationnisme, parce qu'on se retrouve avec des auteurs d'extrême droite, et puis aussi plusieurs branches de l'extrême droite, donc néo-nazi, extrême droite tout à fait légitime, la nouvelle droite qui a eu des contacts aussi avec des négationnistes. Donc, et on se retrouve aussi avec des auteurs d'extrême gauche, on se retrouve aussi avec des auteurs d'islam radical. Donc on a cette cohésion politique qui fait une force du négationnisme. Donc, tu avais fait un papier il y a quelques années sur la thèse qu'avait faite Mahmoud Abbas, donc le chef d'autorité palestinienne, au début des années 80, en Russie, c'est ça, il avait fait ses études en Russie, il avait fait une thèse au contenu négationniste. Oui. La thèse négationniste, on ne peut pas le savoir, parce qu'en fait, elle n'a jamais été lue. Elle est plutôt sur, justement, ça c'est un angle très précis des négationnistes d'extrême gauche, c'est de voir le sionisme lié avec le nazisme. C'est toute cette idée-là qui est en déviance de le sionisme lié avec le nazisme, sur plusieurs, soit une collaboration pendant la guerre, soit après. Enfin, c'est cette idée-là qu'on retrouve donc les sionistes qui sont des nouveaux nazis. Bon, c'est
ces deux termes sont c'est toute la sionologie soviétique, après la guerre des 6 jours, mais la thèse a été perdue, et la thèse est dans les archives moscovites, et on peut pas la lire. Mais ça n'empêche qu'il a écrit un livre suite à cette thèse qui reprend justement, et qui est profondément négationniste. Donc ce livre est disponible. Bien sûr. Voilà. Et il est même encore sur le site du Fatah, donc on le retrouve. Et bon, il n'est pas profondément négationniste dans le sens où il est négationniste, où il soutient Faurisson, il émet des doutes, et il reprend toute l'idée du sionisme et du nazisme. On a eu le même un peu épisode en Iran, avec c'est peut-être Mahmoud Ahmadinejad qui lui avait organisé, je crois, il avait fait un axe de sa politique quasiment du négationnisme. Il a organisé un concours de caricature sur l'Holocauste, et puis il a accueilli à l'époque Dieudonné, Kémy Séba dont on parlait l'autre fois. Je veux dire, c'était... Donc ce qui est assez déroutant, c'est de voir effectivement à chacun son négationnisme, suivant l'intérêt peut-être géopolitique que peut avoir celui qui va le pousser. Et alors justement, dans le livre, la troisième partie est consacrée justement aux solutions, à la fois les solutions législatives, qu'est-ce que dit la loi et comment la loi peut s'opposer au négationnisme, et quelles sont les autres solutions qu'on peut mettre en avant justement pour lutter contre le négationnisme selon vous? Et les solutions, elles sont d'ordre éducationnel. Donc, à la limite, les solutions pourraient venir sans faire référence au négationnisme, c'est-à-dire produire du contenu. Sur la Shoah, et de la connaissance. Évidemment. Donc, et c'est ce que font la plupart des historiens spécialistes de la Shoah. Ils connaissent mal d'ailleurs le négationnisme parce qu'ils préfèrent juste produire du contenu et ne pas répondre, parce que c'est vrai que c'est chronophage de répondre constamment au négationnisme. Vous avez le même problème avec les conspirationnistes. Donc, c'est l'idée de... dès le moment où on répond, ça doit être page par page, etc. etc. Donc c'est vrai que c'est très difficile même si c'est nécessaire, et je pense que le travail de PHDN, justement, dessus, où il y a d'autres sites qui font ces réponses, ces réfutations, comme Holocaust Controversy en anglais, qui est vraiment très bien et qui permet justement d'apporter une réfutation. Mais je pense que vraiment, on doit axer notre combat contre le négationnisme sur l'éducation et la formation des enseignants, mais pas uniquement des enseignants, du corps administratif de manière générale, des journalistes, pour justement qu'ils arrêtent de parler de révisionnisme et seulement de négationnisme, parce que ça leur apporte une légitimité. Donc l'éducation, l'esprit critique qui est essentiel, et surtout comment réfléchir sur Internet, comment comprendre Internet, les différents strates d'Internet pour justement éviter de rentrer dans le négationnisme, parce qu'on parle souvent d'une bulle négationnisme, mais moi je préfère parler comme un entonnoir où on rentre dans une bouteille et qu'on ne peut plus en sortir. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir un premier strade où on se dit, bon, c'est pas grave, oh non, on parle trop des Juifs, on parle que de ça en classe, etc. Toujours, on parle que de la Shoah et pas d'autre chose. Et on rentre en fait dans un entonnoir. Le deux poids, deux mesures. Exactement, et on en arrive à Holocaust, et puis on ne se rend pas compte qu'on est devenu négationniste. On avait consacré, il y a un peu plus d'1 an, je crois, un article, une enquête à une personnalité vectrice de négationnisme, avec une empreinte numérique assez folle, qui était Valérie Devon. C'est un pseudo. On avait échangé ensemble à ce sujet, et on s'est aperçu qu'en plus de toutes les vidéos négationnistes et pro-nazis, d'ailleurs, parce que c'était vraiment de l'apologie du Troisième Reich en permanence, qu'elle produisait, qu'elle mettait en ligne, qu'elle traduisait, il y avait aussi des contenus complotistes sur le Covid, sur les vaccins, et ça allait jusqu'au platisme. Donc, quel regard tu portes là-dessus, sur cette, cette radicalité qui vient émarger à des choses aussi folles que le négationnisme, le platisme, l'apologie du génocide, enfin... Oui, sur les passerelles, finalement, entre les mécanismes. Je pense que c'est justement dans leur argumentaire, c'est-à-dire que dans leur scepticisme, ils en arrivent à douter d'un objet ou d'un sujet ou d'un autre, en fait. C'est possible de cette façon-là. Et tu y vois des passerelles possibles? Parce qu'effectivement, c'est le seul endroit où j'ai constaté vraiment ces passerelles entre platisme... Platisme, non. Platisme, ça me dit rien. Non. Mais, chez Valérie Devon, il y a ça. Oui, mais Covid, oui. Les négationnistes Covid, on le voit avec Thierry Meyssan, on le voit avec d'autres complotistes, où justement il y a des liens avec les négationnistes.
Oui, parce que du moment où on remet en cause le consensus sur une question, pourquoi pas les remettre sur toutes? Non, mais ça peut être bien de remettre en cause un consensus, ou ça peut être bien de discuter, de douter, mais précisément, nous, c'est ce qu'on fait sur les théories du complot. Oui, mais pourquoi ils ne le font pas sur ces choses-là? Ouais, mais c'est évidemment de considérer que le consensus est le produit d'une conspiration, d'une entente. Ouais. Voilà. Oui, et que derrière, effectivement, il y a une sorte de coordination dans l'ombre d'un système qui veut imposer ce narratif-là. Et ça, malheureusement, évidemment, on peut l'appliquer sur beaucoup de choses. Et effectivement, on a vu apparaître des irruptions, en tout cas d'antisémitisme. C'était flagrant durant la séquence Covid. Beaucoup de papiers, d'analyses l'ont fait autour de la planète, où il y avait une sorte de revival, en tout cas du discours antisémite, et donc porté par cette boue, évidemment, des irruptions négationnistes. Et effectivement, là, j'ai l'impression, effectivement, que... Alors, sur ce que moi j'en perçois en ligne, on voit effectivement des irruptions négationnistes sur les quelques profils qu'on peut suivre. Et j'ai envie de dire, c'est plutôt encore relativement marginal. Mais une marginalité radicale. C'est un marqueur lorsqu'on le perçoit dans certains profils, comme le profil qu'on venait de voir à l'instant, quand ils portent cet aspect-là, on sait qu'on est vraiment dans la radicalité la plus extrême et du complotisme le plus radical. Donc c'est quand même un marqueur, j'ai envie de dire, aujourd'hui, dans la complosphère générale. Ceux qui adhèrent à ça c'est pas la majorité, mais ils sont dans une minorité, dans une marginalité radicale et donc dangereuse. C'est ça sur lequel je vais appuyer. C'est pas parce qu'ils sont moins nombreux qu'ils sont moins dangereux. Et puis aussi, on le voit de plus en plus, les marches néo-nazis qu'on voit un petit peu partout en Europe, de plus en plus, le négationnisme est entièrement intégré dans leurs marches, leurs slogans, dans tous les... Tu dirais qu'il y a une désinhibition? Oui. Ouais, vraiment? Oui, parce que en même temps, pour eux, ça permet de se disculpabiliser, de disculpabiliser le nazisme et donc de permettre cette résurgence du nazisme. Puisque la Shoah n'a pas existé pour eux, ça leur permet de dire le nazisme peut renaître. C'est une hypothèse. Oui, exactement. On parlait tout à l'heure juste de Kanye West. C'est quand même dingue. Kanye West qui est quand même un totem pour des dizaines de millions de jeunes autour de la planète et qui lui est sorti dans des diatribes pro-hitlériennes et négationnistes. Alors sur une chaîne d'Alex Jones. Donc on était quand même sur une... Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas quelqu'un qui a milité dans un parti nazi. C'est quelqu'un qui a dû s'auto-radicaliser en regardant des bêtises sur Internet. Absolument. Et lui, il est probablement, c'est ce que j'allais dire, effectivement, il est le symptôme de cette offre qui est en ligne, qui est venue à lui du fait de sa consommation particulière, complotiste, plutôt extrême droite, et donc c'est venu à lui. C'est pas lui qui forcément est allé chercher ces discours, ces narratifs négationnistes. Dans les recherches que vous avez fait, quels sont justement les mécanismes qui sont les mêmes chez le négationniste et chez le complotiste? C'est justement ce scepticisme, cette mise en doute, et puis cette recherche du détail qu'on retrouve beaucoup chez les complotistes et qu'on retrouve chez les négationnistes. Un détail qui est censé invalider l'ensemble. Et qui va justement faire effet domino pour détruire l'ensemble de leur... Et tout ça dans une ignorance massive de tout ce qui ne va pas dans le cadre, notamment du contexte, des preuves, etc. Est-ce que dans le complotisme, vous avez la falsification des documents? Il y a ça, bien sûr, aussi. Donc là, pareil. Le protocole et Sage de Sion, c'est un bon exemple. Mais là, c'est pareil. C'est la même, c'est les liens. C'est paradigmatique. Bien sûr, ça, c'est des liens. Mais c'est terriblement efficace, effectivement, parce que si on n'a pas une culture soi-même historique solide ou même intellectuelle, générale, quand on est exposé à ces ouvrages, dont vous le disiez, avec ces millefeuilles argumentatifs, moi, si je pense moi aux primo-arrivants dans le marché de l'information, les jeunes, notamment s'ils sont exposés à ce type encore une fois, de masse, encore une fois, de détails, d'informations, avec cette posture toujours du juger par vous-même, de liberté d'expression. Regardez, je vous donne à voir, on a vu ça sur le 11 septembre, évidemment, mais bref, c'est quelque chose qui, je trouve, est dangereusement efficace, notamment pour ceux qui n'ont pas une colonne vertébrale solide ou qui sont peut-être, encore une fois, des primo-arrivants sur le marché de l'information. Mais c'est pas que les jeunes, parce qu'on voit bien, par exemple, dans n'importe quelle librairie, enfin plutôt bibliothèque universitaire ou aux États-Unis, mais aussi ailleurs, en Angleterre, en Allemagne, peu importe, on a maintenant un nouveau terme pour qualifier les ouvrages négationnistes. On met un nouveau numéro qui permet justement de cataloguiser les ouvrages négationnistes et donc de ne pas être mis sur la même échelle ou la même étagère que les ouvrages qui sont sur la Shoah ou qui sont comme les ouvrages qui vont être une analyse critique du négationnisme. Eh bien, même alors qu'il y a
justement ce numéro, cette catalogisation, eh bien, il y a quand même des ouvrages négationnistes qui se retrouvent dans les librairies au même endroit que dans des ouvrages d'histoire, juste à côté d'un ouvrage d'un historien, etc. Donc, donc le jeune même le moins jeune, qui va se retrouver dans une librairie, une bibliothèque, qui va chercher un ouvrage, peut prendre tel ouvrage, Holocaust Handbook, ça va, c'est bon, c'est Holocaust Handbook. Ouais. Et rien n'indique que c'est un ouvrage négationniste. Donc on se retrouve vraiment avec une confusion totale. Est-ce que tu dirais qu'il y a, un préjugé, un stéréotype selon lequel en fait le négationnisme serait, les négationnistes seraient pourchassés, ce serait absolument, que le coût social serait très très élevé. Tu dirais que c'est le cas ou pas tant que ça? Rechercher, c'est-à-dire les négationnistes vont jouer là-dessus. Ils ont une victimologie qui est très importante, où ils veulent se montrer comme les victimes d'une société. Eux sont là pour rechercher la vérité. Ça a toujours, dans tous les auteurs négationnistes, on voit cette idée de je suis là pour rechercher la vérité, même peu importe. La vérité, c'est très important. Exactement, alors que c'est pas du tout ce que va faire l'historien. Il va jamais rechercher la vérité. Il va attendre. Voilà. Il va pas commencer son bouquin en disant moi, je vais vous dire la vérité. Non, c'est pas du tout la méthode d'historien, alors que les négationnistes vont justement rechercher cette vérité. Ils vont même dire, peu importe avec qui je m'associe, le principal, c'est que je recherche cette vérité. Donc déjà, c'est important. Après, on en retrouve justement cette volonté de se légitimer et cette volonté de se victimiser. Et maintenant, les procès, oui, il y en a. Oui, parce qu'il y a la loi. La loi, elle est là. Est-ce qu'on va les rechercher? Est-ce que vous avez l'impression que l'extinction progressive de tous les survivants, des derniers survivants de cet épisode de l'histoire, va faire ressurgir à nouveau une plus grande force de la parole négationniste? Il y a une peur. Alors ça, j'en parle dans mon livre à un moment, et je pense que c'était important de justement préciser. Il y a une peur que le fait que les témoins ne sont plus là, on va avoir un négationnisme beaucoup plus fort, étant donné que les témoins ne sont plus là. Je pense qu'on comprend pas ce que c'est l'histoire quand on a cette peur, parce que l'histoire justement ne s'attache pas à uniquement les déportés. Évidemment que les déportés ont une charge émotionnelle quand ils arrivent en classe et avec nos enfants, et c'est bien sûr très bien d'avoir les déportés qui peuvent témoigner, mais l'histoire comme toute histoire, passe d'une mémoire orale à une mémoire écrite. Et donc, le fait, voilà, il y a cette transmission qui se fait, et donc, obligatoirement, l'histoire va continuer. Et ce n'est pas parce que les déportés partent qu'il faut avoir peur que les négationnistes vont prendre de l'ampleur. Maintenant, d'un autre côté, les négationnistes, évidemment, eux, en profitent, parce qu'ils ont un espace supplémentaire. Même si, de nos jours, il y a énormément de vidéos, de déportés, de témoignages, mais ça ne changera pas grand-chose, parce que de toute manière, eux, les déportés, ils expliquent très facilement pour eux qu'ils mentent, etc., qu'on est dans un mensonge, des erreurs des déportés. Ils reprennent chaque déporté, chaque histoire. C'est l'idée que tous les survivants qui témoignent, tous les déportés qui sont revenus et qui témoignent sont des menteurs ou complices d'un mensonge, ou les deux. C'est l'idée que les traces laissées par les bourreaux eux-mêmes, par les nazis, les traces de l'extermination seraient des faux, auraient été inventés, ou alors on les interpréterait mal. Enfin, toute preuve en fait du génocide, de ce qui s'est passé, est retournée en fait en preuve du complot, quoi. Exactement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Stéphanie Courouble-Cher d'être venue nous voir. Je rappelle donc le négationnisme, histoire, concept et enjeux internationaux chez Erol Pratique. C'est accessible et vraiment très bien fait, et effectivement avec des qualités pédagogiques assez exceptionnelles. Et merci. Les idées ne meurent jamais, histoire d'un réseau, le négationnisme, histoire d'un réseau international, qui était paru au bord de l'eau. Voilà. Plus intellectuel, mais très intéressant aussi. Merci. Cette émission a été préparée par Victor Motin et réalisée par Martin Béraud. À bientôt les amis. Allez, salut à tous. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.